Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Éco-Débat. Le sujet que nous vous proposons aujourd'hui a créé le débat depuis peu. Il s'agit de l'encadrement légal du crowdfunding. Nous allons d'abord comprendre les mécanismes de ce moyen de financement 2.0, en comprendre les enjeux et surtout, en deuxième partie de cette émission, nous allons expliquer le nouveau projet de loi censé encadrer le crowdfunding. Tout de suite, l'édito. Crowdfunding, un anglicisme qui, si vous le traduisez en traduction littérale, financement par la foule, ou en termes plus business, financer un projet de start-up digital, d'application, ou encore, pour les plus farfelus, de financer une technologie de hoverboard, ce fameux skate volant de la série des films Retour vers le futur. Et justement, le futur de la finance, on y est depuis 2008 déjà, date de naissance du crowdfunding aux États-Unis, d'où l'anglicisme. C'est que 6 ans plus tard que le phénomène a fait ses premiers pas chez nous, au Maroc. Et comme pour beaucoup de phénomènes innovants, c'est le désert juridique ou pour les plus optimistes, c'est ce qui a poussé les législateurs à bouger les choses et à évoluer, à moderniser les lois. Le 21 mars dernier, le ministère de l'Économie et des Finances a déposé un avant-projet de loi relatif au financement de projets par le public dans le crowdfunding, comme pour les crypto-monnaies. Le cyberspace pousse ainsi le Maroc, mais de manière générale, les États à s'adapter, à légiférer pour rester dans la course. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, force est d'admettre qu'Internet dicte désormais les tendances économiques et légales des nations. Alors, quel est l'avenir marocain d'un marché mondial qui devrait peser 1000 milliards de dollars dans à peine 2 ans, selon les prévisions? Qui mieux pour en parler que des représentants du secteur et d'abord le président de la Fédération marocaine de crowdfunding, car oui, il y a fédération. Amin Hazzaz, bonjour et bienvenue. Merci. Et à ses côtés, donc à vos côtés, le fondateur de l'une des 4 plateformes de crowdfunding au Maroc, Arnaud Pigné. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir et bien, merci de l'invitation. Alors, comme le veut la tradition, nous plantons le décor à Éco-Débat avec des chiffres. Et tout d'abord, avec des chiffres mondiaux. Tout d'abord, cette anticipation que je vous ai citée dans mon édito de 1000 milliards de dollars en 2020. Il faut savoir que l'une des plateformes de crowdfunding, Kickstarter, a collecté depuis sa création quelques 2 milliards de dollars. La collecte moyenne d'une campagne sur la même plateforme est de 7 825 dollars. La moitié des crowdfunders américains sont jeunes, comme vous pouvez le remarquer, ils ont entre 25 et 45 ans. Et pour la France, eh bien, 60 plateformes de crowdfunding sont créées chaque année, c'est dire la croissance exponentielle de ce secteur. Qu'en est-il dans notre continent? Eh bien, en Afrique, l'activité du crowdfunding est assez riche. Prenons par exemple l'Afrique du Sud, où 30 millions, quasiment 31 millions de dollars ont été levés. L'Égypte, 842 000 dollars. Et le Nigeria, quelques 300 000 dollars. Bien sûr, ces chiffres remontent à 2015 et ils proviennent d'Afrique Start. 57 plateformes de crowdfunding en Afrique en 2015 contre à peine 34 en 2014. Ça a été multiplié quasiment par 2. 21 en Afrique du Sud, 9 au Nigeria, 5 en Égypte et 4 au Maroc. Et je me tourne vers le fondateur de l'une d'entre elles, celui qui représente Smala & Co Morocco. Donc Arnaud Pigné, pour beaucoup le crowdfunding est une espèce de phénomène de mode, de tendance. Qu'en pensez-vous et quels sont les principaux modèles de crowdfunding? C'est un phénomène de mode, effectivement, puisqu'il est assez récent, même s'il s'appuie majoritairement sur des pratiques de financement communautaire qui existent depuis très longtemps. Je prends l'exemple au Maroc, par exemple, de la tontine, du dart au Maroc. C'est une forme de crowdfunding qui existe depuis des milliers d'années. L'émergence du web et des réseaux sociaux a permis effectivement, dans un contexte très particulier, vous l'avez évoqué, 2008, crise des subprimes, donc raréfaction des financements, effondrement d'une grande partie de l'économie, et donc émergence de nouveaux besoins en financement, et donc c'est là, dans ce contexte-là, que le crowdfunding est arrivé.
Cette version-là, le tout début, on l'a vu se décliner sous un modèle plus traditionnel qui est celui aujourd'hui qui a permis l'émergence et le développement, en tout cas la massification de ce sujet-là. C'est le modèle du don avec contrepartie. Vous relatiez Kickstarter. Kickstarter, c'est une plateforme de don avec contrepartie. Entre-temps, dans le modèle du don avec contrepartie, ces plateformes-là permettent à la foule, à tout un chacun, de pouvoir soutenir un projet de différentes manières. Soit je vais soutenir des projets qui sont de nature non marchande, et donc du coup, l'échange qui va s'opérer va être un échange d'argent contre une contrepartie plutôt symbolique, on a l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un échange, on n'achète pas un produit. Et puis le modèle, la force qui a tiré aussi beaucoup Kickstarter, sur quelques campagnes notamment qui ont été remarquables, c'est le modèle qu'on appelle de la prévente. C'est une déclinaison du modèle de don. Dans le modèle de la prévente, des zones entrepreneurs, comme vous l'évoquiez, sont là pour prévendre leurs produits et services. Donc dans ce modèle-là, vous avez un prototype. Vous avez besoin de valider un carnet de commandes pour passer dans une production en série. Vous prévendez vos produits aujourd'hui, vous récupérez les fonds, vous allez produire et quelques mois après, vous allez les livrer. On est dans du e-commerce quasiment. Sauf qu'en fait, on est dans du e-commerce collaboratif avec une différence dans le temps. Nous, c'est d'ailleurs le modèle qu'on a privilégié puisque après Smile & Co, on a lancé une plateforme qui s'appelle Woolouge et dans ce modèle-là. Les années qui ont suivi, on a vu l'émergence de 2 nouveaux modèles, dont le modèle aujourd'hui qui tire l'essentiel du marché en Europe et aux États-Unis, c'est le modèle du prêt. Dans le modèle du prêt, c'est exactement comme un modèle de prêt bancaire, sauf qu'on substitue à la banque, vous et moi, pour faire simple. Même si en réalité aujourd'hui, ce marché-là représente en France, par exemple, quasiment 60-70% des fonds qui sont collectés. En 2017, c'était 1 milliard globalement le marché, donc je vous laisse calculer ce que ça représente comme volume d'investissement, c'est monstrueux. Sauf qu'on le voit aujourd'hui, typiquement sur le marché du prêt, c'est une indication qui est intéressante. On se rend compte qu'en réalité, sur les fonds qui sont prêtés, il y en a quasiment 50% aujourd'hui qui proviennent non pas de particuliers comme vous et moi, mais d'investisseurs institutionnels. D'equity ou c'est de ça banques ou de gens qui ont des fonds à placer et qui veulent optimiser leur portefeuille. Donc le dernier modèle qui est apparu et qui a été légiféré plus tardivement, c'est le modèle de l'investissement. Dans le modèle de l'investissement, effectivement, vous avez quasiment le rôle d'un business angel ou d'un venture capital et vous pouvez investir en direct dans des startups. Et donc là, vous êtes sur une démarche où vous devenez actionnaire et donc vous accompagnez sur le long terme les projets que vous soutenez. Alors, quand on parle d'une fédération de crowdfunding, donc elle a été créée il y a 4 ans maintenant. D'abord, quels en sont les objectifs, surtout pour la sensibilisation de ce public? Nous sommes très connectés au Maroc, certes, mais ce phénomène de crowdfunding reste quand même très peu connu, en tout cas, notamment chez le grand public. Alors, la Fédération marocaine de crowdfunding a été créée plus ou moins il y a 18 mois. Mais le groupe de travail qui a travaillé je dirais, très dur pour l'élaboration de ce projet de loi, et cela en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi avec toutes les parties prenantes de l'écosystème. L'objectif ou l'ambition de la fédération, c'est de vraiment, je dirais, vulgariser le concept de crowdfunding pour pouvoir, je dirais, démocratiser l'accès au financement pour des projets qui sont actuellement non visibles. Pour nous, le crowdfunding va rendre, je dirais, l'invisible visible. Ça veut dire que c'est des porteurs de projets qu'on ne connaît pas, mais aussi des financiers, des contributeurs qui ne sont pas actuellement visibles et qui n'arrivent pas à contribuer ni aux projets intéressants, ni aux startups intéressantes, ni aux causes, je dirais, associatives intéressantes. À titre d'exemple, quand on voit par exemple en France, vous avez quelque chose comme 4 millions de contributeurs au crowdfunding. Ces individus-là, il y a quelques années, n'étaient pas visibles. Et encore moins les porteurs de projets. Quand on voit pour des plateformes de calibre mondial, comme GoFundMe, vous avez quand même 50 millions de contributeurs sur cette plateforme-là. C'est une force de frappe inouïe. Et le Maroc ne fait pas exception. J'ai participé à plusieurs, je dirais, concours, événements sur l'entrepreneuriat dans le monde universitaire. Le Maroc a une énergie, a un potentiel entrepreneurial très conséquent. Maintenant, il faut les moyens de l'accompagner, les moyens de le financer. Et
on considère que le crowdfunding sera un moyen de financer ce potentiel entrepreneurial et de l'accompagner à vraiment éclore pour par la suite prétendre à, je dirais, entrer en contact avec le monde des business angels et dans un deuxième temps les capital risqueurs et dans un troisième temps, quand les levées de fonds deviennent assez conséquents, vers le monde ou le secteur bancaire. Alors avant qu'on comprenne mieux comment s'opère une transaction de crowdfunding, pour qu'on y sache un peu plus, je voudrais justement, vous avez cité le modèle du Maroc. Quelles sont les particularités, peut-être les forces du Maroc, du côté peut-être social, pour réussir ces transitions et pour que le crowdfunding trouve sa place auprès et des porteurs de projets et aussi des business angels ou d'autres investisseurs? Alors historiquement, le Maroc est un pays d'entrepreneurs. Ça veut dire que sur les siècles derniers, nos ancêtres étaient des commerçants, ou étaient des artisans, ou étaient des agriculteurs. Alors, ils avaient cette fibre entrepreneuriale. Ce qu'on a remarqué sur les 5-6 dernières décennies, il y a une nouvelle culture qui s'est installée et qui a, je dirais, fait la promotion du salariat ou du fonctionnariat. Maintenant, le modèle économique marocain arrive à ses limites. Ça veut dire que le modèle économique marocain produit du 3-4% de croissance et plus ou moins 150 à 160 000 emplois annuellement. Or, le Maroc a besoin de produire 300-350 000 emplois annuellement. Et les grandes structures, les grands groupes, les multinationales, l'État ne peut pas produire ce niveau d'emploi. Ce qui fait que la solution, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est de tout type d'entrepreneuriat. Parce que souvent, quand on entend parler de l'entrepreneuriat d'innovation, de rupture, mais il y a aussi de l'entrepreneuriat classique ou de l'entrepreneuriat par nécessité ou par contrainte. Je voudrais, à présent, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, peut-être il y a des entrepreneurs en herbe qui nous regardent, j'en suis sûre d'ailleurs, comment s'opère aujourd'hui une opération, une transaction de crowdfunding? J'ai un projet, je porte un projet, est-ce que je dois me tourner vers la plateforme? Comment ça se passe? Alors effectivement, ce qui est intéressant dans le crowdfunding, et comme vient de l'évoquer Amine, c'est qu'en réalité, c'est un moyen de financement qui présente également un second avantage, c'est que c'est aussi un outil de communication. Puisqu'une campagne, on va en discuter en détail, mais réaliser une campagne de crowdfunding, c'est essentiellement réaliser une campagne de communication pour pouvoir agréger une communauté autour de mon projet, et une communauté qui va devenir d'abord une communauté de cœur et qui va se transformer en communauté de soutien financier. En fait, on commercialise le projet avant même qu'il ne voit le jour, c'est cela? Exactement. Donc pour pouvoir se financer par crowdfunding, c'est simple, il suffit d'aller sur une plateforme, sur un des 3 modèles que je vous ai expliqués. Le processus est généralement rapide. Vous avez une première soumission qui est une présentation succincte de votre projet et qui dit voilà, moi j'ai besoin de 10 000 ou 100 000 dirhams pour pouvoir réaliser tel projet. J'en suis à peu près à ce stade-là. L'équipe, c'est ça et les valeurs qu'on porte, c'est ça. Là-dessus, à ce stade-là, vous avez un premier niveau de modération de la plateforme qui va dire ça correspond à la ligne éditoriale qu'on a ou pas nous et à la communauté qu'on a. Et donc, est-ce qu'on est capable ou pas de vous apporter ce soutien-là? Dès lors qu'il y a eu la validation qui s'opère généralement en moins d'une semaine, vous passez au stade suivant qui est la préparation de votre campagne. Et là, vous rentrez dans une période où généralement les plateformes vous accompagnent pendant cette période-là, vous aident à structurer un plan de communication, vous aident à marketer votre projet sur la plateforme web sur laquelle vont se dérouler les opérations. Et puis, au bout d'un mois et demi, quand vous êtes prêt, on lance la campagne. Donc la campagne devient publique sur la plateforme web que vous utilisez. La campagne va durer en général, en moyenne, les campagnes durent à peu près 45 jours. Ça va s'échelonner en réalité entre 30 et 90 jours. La règle de la plupart des plateformes est simple, c'est une règle qu'on appelle all or nothing. C'est-à-dire qu'en réalité, vous arrivez devant une communauté et vous dites, moi aujourd'hui, je sollicite votre soutien pour pouvoir financer un projet, j'ai besoin de 20 000 €. Si je n'atteins pas ces 20 000 €, c'est quasiment le contrat de confiance qui est passé avec mes soutiens, je ne suis pas en mesure de réaliser mon projet. Donc ça ne sert à rien que je sollicite que je prenne le moindre euro si je n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. Et donc ce qui se passe en général sur la plupart des plateformes, c'est vous devez atteindre cet objectif-là, que vous êtes dans le don, le prêt ou l'equity. Si vous l'atteignez, les fonds sont collectés.
Les soutiens vont être débités à ce moment-là. Je vous passe les détails techniques de paiement, mais on prélève généralement les fonds. Combien ça coûte, justement? Alors, pour ceux qui vont donner, ça coûte strictement rien. Et pour ceux qui vont recevoir les fonds, ça va juste vous coûter si jamais vous collectez des fonds. Si vous ne collectez pas de fonds, c'est une opération blanche et ça ne vous coûtera strictement rien. Si vous ne collectez pas ce seuil, comme l'exemple que vous avez cité, de 20 000 €. Exactement. Et si vous l'atteignez, généralement, c'est un modèle de commissionnement qui est appliqué, qui va varier selon le type de crowdfunding que vous faites. Mais pour faire simple, sur les plateformes de dons, c'est entre 5 et 8% en moyenne. Sur les plateformes de prêt, ça va de 6 à 10-12% sur des projets qui sont très risqués. Et puis sur la partie equity, il y a 2 modèles qui sont développés, soit un modèle de commission, ce qu'on appelle flat, c'est-à-dire que vous payez un droit d'entrée et puis après ça s'opère, soit vous payez pareil une commission sur les fonds qui sont prélevés. C'est intéressant que vous parliez de commission parce qu'on parle de financement participatif et en préparant cette émission, ça m'a un peu forcé de constater qu'il y a une similitude entre la finance participative, donc finance islamique ou participative comme on l'appelle au Maroc, et le crowdfunding. Est-ce que peut-être ça pourrait aussi brasser de ce genre de clients justement qui cherchent un financement halal? Clairement, la finance collaborative peut aussi, je dirais, attirer cette clientèle-là qui veut une finance participative. La réponse est positive. Et est-ce que aujourd'hui, c'est un argument qui est avancé par les fédérations, peut-être, pour attirer plus de... Non. Franchement, ce n'est pas un argument qu'on met de l'avant. Sur les 5 prochaines années, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir le crowdfunding, c'est d'éduquer le marché sur le crowdfunding, c'est de supporter les plateformes qui se lancent. Bien sûr, je dirais les accompagner dans leur développement, mais aussi s'assurer que toutes les plateformes et que toutes les parties prenantes respectent une charte d'éthique. C'est cela. J'y arrivais justement. Quand on parle de charte d'éthique, d'abord, est-ce qu'elle est universelle? Est-ce qu'elle est propre au Maroc? Comment veiller à ce qu'elle soit respectée? Surtout qu'on va en parler largement avec ma 3e invitée en 2e partie d'émission, mais surtout qu'il n'y a pas de loi, en fait. Enfin, en tout cas, qui encadre. Il y en a une, mais elle est... on va dire dépassé. Non, enfin, le projet de loi est en cours. Mais comment on fait, vous, en tant que fédération, par exemple, ou d'autres autorités? Vous savez, c'est quand il y a le lien qui lie une plateforme, un contributeur et un porteur de projet, c'est la confiance. Et cette confiance-là, il faut la préserver, ce qui fait que ce soit la plateforme, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les contributeurs, ils sont suivis. Et une fois qu'il y a un dépassement ou un non-respect de la loi, mais bien sûr, la fédération se doit de notifier cette plateforme pour arrêter ce type d'agissement. Que ça soit... ça s'est déjà produit Non, on n'a pas encore, le crowdfunding n'a pas encore démarré au Maroc parce que la loi ne le permet pas. Mais il y a bien des plateformes. Enfin, je veux dire, oui. Quel est leur rôle du coup? Les plateformes qui existent, et là je vais passer la main à mon ami Arnaud, pour parler des plateformes qui agissent actuellement au Maroc, et ils sont souvent sur le don. Aujourd'hui, il y a un exemple récent en France de cas justement de plateformes comme ça qui étaient frauduleuses et qui étaient plutôt sur lesquelles il y a des doutes. Et l'association du crowdfunding français, du coup, a eu un rôle d'information pour pouvoir dire alerte, cette plateforme-là, n'investissez pas ou n'allez pas lever des fonds dessus, puisqu'en fait, elle est frauduleuse. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, nous, quand on a créé Smile & Co en 2014. Est-ce que, juste pour expliquer, vous l'avez créée, c'est une plateforme qui existe partout dans le monde. Enfin, je veux dire, elle n'est pas... elle est potentiellement accessible à travers le monde entier. La réalité, c'est que nous, on avait une action commerciale ciblée sur le Maroc, puisque c'était notre zone, la zone qu'on souhaitait privilégier pour le développement de notre activité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a créée en France.
puisque comme vous le disiez dans l'édito, c'est des activités, et plus globalement, je pense qu'on en parlait récemment, même sur toutes les activités, les nouvelles activités qui ont émergé avec l'économie collaborative, qui remettent en cause les cadres institutionnels établis, et qui ont nécessairement, dans un premier temps, toute la récente histoire de développement de ces économies-là, montre qu'en réalité, elles se sont toutes développées dans les zones grises de la loi. Et donc du coup, effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est développé dans cette zone-là en se disant, on va se baser en France, puisque la loi, à l'époque, obligeait les porteurs de projets qui souhaitaient utiliser le crowdfunding à obtenir une autorisation auprès du secrétariat général du gouvernement. Et nous, le parti pris, c'était de dire, on se base en France, comme ça on exonère les porteurs de projets d'obtenir cette autorisation-là, puisque du coup, de facto, quand ils lèvent des fonds sous le coup de la législation française. Donc en fait, vous dépendez de la législation française, mais vous opérez au Maroc. On en dépendait. Comment vous avez réussi le mix, Le mix, c'était vraiment, je vous dis, c'est d'utiliser les zones où la loi n'interdit pas. Parce que la loi définit des zones, des marques blanches, et puis il y a des zones où elle ne définit rien. Et donc le crowdfunding, en France, typiquement, c'est de 2008 à 2014, il n'y avait pas de cadre légal. C'est une activité qui n'était pas encadrée par la loi. Et donc, du coup, il fallait se satisfaire du cadre législatif en vigueur, qui régissait les activités en matière d'investissement, qui régissait les activités en matière de prêts bancaires, des associations, etc. Et voilà. Et après, la complexité aurait pu être sur le rapatriement des fonds, mais le rapatriement des fonds, dès lors que vous avez des justificatifs qui vous démontrent l'origination des fonds et pourquoi vous êtes capable de ramener des fonds au Maroc, ça ne pose pas de problème. Généralement, c'est plutôt de sortir des fonds qui posent des problèmes au Maroc. Néanmoins, comme vous le disiez, on était vraiment dépendant de la loi française. Et donc, du coup, ce qui s'est passé sur Smile & Co, c'est qu'en 2016, il y a eu un durcissement de la loi française en matière justement de réglementation du crowdfunding et qui a obligé tous les opérateurs de la place à utiliser des prestataires de paiement qui étaient ce qu'on appelle TracFin Compliant. C'est donc des outils de traçabilité financière. Et on ne pouvait pas répondre à cette obligation-là. C'est pour ça qu'à l'époque, on a choisi de fermer Smile & Co. Et qu'on a ouvert en parallèle Woulouge, une plateforme qui, elle, pour le coup, est marocaine, puisque sur le sujet de la prévente, et ça a été l'objet notamment de nombreuses discussions dans le cadre du projet de loi sur le crowdfunding au Maroc, la prévente ne fait pas partie du périmètre du crowdfunding, mais en fait a été, dès le départ, entendue comme partie prenante du code du e-commerce. Mais en fait, ce ne sont que on essaie un peu de contourner, c'est des contournements. Vous avez parlé de contourner la loi marocaine, et là, on parle aussi de contourner la loi française. Et pourquoi Comme le font Uber ou Careem, ou toutes ces grandes sociétés-là qui aujourd'hui présentent des nouveaux modèles transactionnels, en fait. Mais est-ce que, on va bien sûr parler en deuxième partie d'émission de cet aspect législatif bien en détail avec notre invité qui va nous rejoindre. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas... on remarque qu'il y a deux tendances. Il y a la tendance française, il y a la tendance anglo-saxonne, là où le crowdfunding est né et c'est très bien développé. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas devant le fait qu'il faut peut-être repenser nos propres bases de modèles, que ce soit législatif ou même entrepreneurial? Amin Hazzaz. Sur le modèle entrepreneurial, clairement. C'est-à-dire que le Maroc ne produit pas assez d'entrepreneurs, je dirais, à fort impact. Et les résultats sont, ou les chiffres sont là pour le confirmer. Quand vous regardez, ne serait-ce sur l'échiquier continental, les startups marocaines n'arrivent pas à attirer plus de 3,9 millions de dollars en 2017. Le Sénégal, c'est 13 millions de dollars. L'Ouganda, c'est 40 millions de dollars. L'Égypte, c'est 40 millions de dollars. Le Nigeria, c'est 117. L'Afrique du Sud, c'est 170 millions de dollars. Et là, c'est un chiffre qui symbolise le fait qu'on n'arrive pas à convertir ou à convaincre nos plus brillants cerveaux à se lancer dans l'entrepreneuriat à fort impact ou l'entrepreneuriat de rupture. C'est votre rôle aussi en tant que fédération de crowdfunding Alors le rôle de la fédération de crowdfunding, c'est de promouvoir ce nouveau, canal de financement pour pouvoir inciter, un nombre très important à se lancer dans l'entrepreneuriat, à expérimenter, pour par la suite qu'on retrouve ces entrepreneurs à l'étape de levée de fonds auprès des capital risqueurs.
Parce que tous les projets ne démarrent pas à coût de millions de dollars. Les projets démarrent vraiment à des coûts beaucoup plus raisonnables. C'est ça, on a vu 7 000 dollars, 2 000 dollars. 7 000 dollars, voilà. Ainsi de On suite. ne parle pas de crowdfunding de sommes faramineuses. Exact. Heureusement, depuis quelques temps, on a l'initiative InnovInvest, lancée par le ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec la Banque mondiale et gérée par la CCG, qui va apporter une partie de la solution. C'est grosso modo 700 000 dirhams. Est-ce que c'est suffisant? Loin de là. Mais c'est un début. C'est un 700 millions de dirhams. Exact, c'est 700 millions de dirhams. Je voudrais juste, parce qu'il nous reste peu de temps en cette première partie d'émission, les catégories de projets. Vous avez conduit une étude justement sur le crowdfunding dans la zone Méditerranée et il en ressort vraiment des chiffres très intéressants. Je me tourne vers Arnaud Pigné. Il y a 11 catégories de projets, donc la collaborative, le green, donc l'environnement, qui a le vent en poupe, si je puis me permettre le jeu de mots, pour le cas du Maroc. Et c'est statistiques assez intéressantes. Bon, Israël, déjà, le pays draine 97% des chiffres. Oui. Mais ça s'explique, puisqu'en réalité, on n'est pas sur on parlait de disparité, de maturité des écosystèmes. Clairement, aujourd'hui, je pense que l'Israël n'a rien à voir avec ce qui peut se passer en Jordanie, au Liban ou même en Égypte. Aujourd'hui, on sait tous qu'en Israël, il y a un écosystème start-up, c'est pas pour rien, qui s'appelle le même Start-up Nation. Et qui, en réalité, ils ont effectivement tout un écosystème qui est bien mûr. Le marché cible de ces start-up-là, c'est le marché américain. C'est ça. Et souvent, vous allez trouver des capital risqueurs américains qui ont des antennes pour financer ces petites entreprises, pour par la suite attaquer le marché américain. D'ailleurs, en Israël, sur 1765 campagnes, 1384, je me réfère aux chiffres de l'étude, ont été financés. C'est près de 80%, c'est 90% de... Ça met en regard de ce que vous évoquiez sur la différence entre le Maroc, par exemple, et le marché américain ou français en matière de crowdfunding. Cette étude-là montre qu'effectivement, il y a deux points saillants. Le premier, c'est qu'effectivement, je pense que les Marocains ont moins confiance en la capacité d'autorégulation du marché que les Américains. Et de ce point de vue-là, ils sont plus proches d'un Français. L'exemple courant qu'on évoque, c'est la salade de pommes de terre qui a été financée avec 50 000 $. Ça marche aux États-Unis. Les plateformes les laissent passer, ces projets-là, et c'est le marché qui s'autorégule. Ça, en France, je pense que vous n'avez pas une seule plateforme qui va l'accepter, et que la réalité, c'est qu'il n'y a pas un Français qui le soutiendrait. Et je pense qu'au Maroc, c'est à peu près la même chose. Premier élément de comparaison par rapport à ces deux marchés-là. Cette étude-là montre un autre fait qui est très important et je pense qu'il va constituer notre gros challenge à nous en tant qu'acteurs du crowdfunding dans les années à venir, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a une troisième voie en matière de crowdfunding et que les pays de la zone MENA et du continent africain vont démontrer qu'en réalité, il y a d'autres formes de crowdfunding qu'on n'a pas encore explorées, puisque là, on voit par exemple que sur le marché MENA, effectivement, 95% des fonds sont tirés par la partie investissement. En France, l'investissement, ça représente 15% du marché global. Et en plus, sur l'exemple d'Israël est intéressant et je pense va aider sans doute, par exemple, et je pense que c'est sans doute les modèles qui vont se développer au Maroc et qui vont permettre le développement du financement, sont plutôt du financement par club de business angels, puisque les campagnes que vous évoquiez, en moyenne, collectent à peu près $1 million par projet avec moins de 100 contributeurs. Ça veut dire qu'on est quand même sur des très gros tickets. Oui. Et donc, du coup, ça ressemble plus à du business angels qu'à du petit épargnant. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on voit qu'il y a sans doute des voies à explorer. Le prêt s'est développé depuis très très récemment. Il y a une plateforme en Jordanie qui fait du prêt aujourd'hui, qui a une très belle traction. Sur le modèle du don, ce qu'on voit aujourd'hui, sur notre plateforme Moulouj, on a encore peu d'historique pour analyser la traction du marché. En revanche, sur le modèle du don un peu historique qu'on avait développé avec Smala & Co, qu'une plateforme aujourd'hui au Liban qui s'appelle Zoomal réalise beaucoup d'opérations sur ce sujet-là. C'est essentiellement des projets, effectivement, vous l'évoquiez, ce qu'on appelle à fort impact, entrepreneuriat social, green entrepreneuriat. Et de manière quand même quasiment à 40 ou 50% des fonds qui sont collectés sur des projets de nature humanitaire ou de la charité. Ça, aujourd'hui, effectivement, même au Maroc, il y a eu 2-3 épisodes dans l'histoire récente. Je ne sais pas si vous avez en mémoire encore une opération qui a été menée, qui s'appelait 100 dirhams pour aider, il y a 2 ans, sur une plateforme Cotizi qui est une plateforme marocaine.
la plateforme avait réussi à collecter plus de 300 000 dirhams. C'était suite aux inondations qui avaient eu lieu dans le sud du pays. Et donc, sur ce type de sujet-là, on voit bien qu'effectivement, pour le coup, il y a une vraie attirance. Il n'y a pas vraiment de valeur entrepreneuriale, encore moins business. Mais voilà, c'est une autre perspective. C'est une autre perspective sur le crowdfunding. C'est des modèles qui, à mon sens, existent depuis déjà très longtemps. Il y a même des organes au Maroc qui sont là pour ça, l'entraide nationale, des institutions qui sont là pour faire de l'entraide. Moi, ma vision des choses, c'est que le crowdfunding peut servir à autre chose, effectivement. C'est sûr. Et parmi les freins qui s'opposent à cette expansion, il y a bien sûr cet aspect légal qui nous mène justement à la deuxième partie d'émission où l'on va bien décortiquer ce projet de loi qui encadrera ce crowdfunding ici au Maroc. Arnaud Pinier, merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages. Je vous en prie, merci. Je vous retrouve ainsi que mes deux autres invités dans quelques instants. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à la thématique du crowdfunding. En deuxième partie d'émission, nous allons nous attaquer au vif du sujet. Il s'agit de ce projet de loi qui est censé encadrer le crowdfunding au Maroc. Pour nous en parler, elle vient de nous rejoindre sur le plateau. Maître Mariam Salam, bonsoir. Bonsoir Khadija. Vous êtes donc avocate d'affaires et fondatrice du cabinet MS Law. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci pour cette invitation. Et je réitère ma bienvenue à Amine El-Hezzaz, président de la Fédération du crowdfunding au Maroc. Alors, juste avant la pause, nous évoquions les différents modèles de crowdfunding. Et donc, il y a le don, il y a bien sûr le prêt et l'investissement. Maître Salam, quand on parle de crowdfunding aujourd'hui, il est soumis à quelle loi et limite loi avec S au Maroc? Tout à fait. Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons fait tout ce travail-là en amont avec un certain nombre de personnes, c'est qu'il n'existe pas de loi unique qui réglemente le crowdfunding. Le crowdfunding, comme dans la première partie, il a été très très bien expliqué par les invités, le crowdfunding est au carrefour de 3 opérations, donc de 3 opérations réglementées. Donc la première, c'est l'investissement en capital ou equity. Donc là, on tombe sous l'égide de l'AMMC. Donc il nous faut un agrément et tout le monde sait pertinemment que les agréments... L'AMMC qui est l'autorité marocaine des marchés des l'autorité de capitaux. tutelle, en effet. La deuxième typologie d'activité du financement collaboratif, c'est le prêt. Le prêt est soumis au monopole bancaire, donc aux organismes de crédit. Et là, encore une fois, on ne peut prêter que dans certaines conditions et si on est un établissement de crédit. Et le troisième, c'est le don. Donc le don est soumis à la loi qui régit l'appel à la générosité publique et qui donc requiert pour toute systématique donation le recours à une autorisation préalable au secrétariat général du gouvernement. Donc vous savez mieux que moi que les porteurs de projets sont dans l'impossibilité totale de pouvoir se conformer à cette lourdeur administrative, que ce soit en termes de dotation humaine, en termes de dotation financière, mais aussi technique, mais aussi en termes de délai, puisque les agréments sont octroyés en moyenne dans un délai moyen entre 2 mois et 3 mois. Aujourd'hui, un porteur de projet a besoin de financement rapide. Donc, ce qui nous a tous amenés à faire un travail en amont et à mettre en place un projet de loi qui va en fait permettre un régime dérogatoire, purement et simplement, à l'ensemble des personnes qui ont recours au financement collaboratif. Donc, ce projet de loi va permettre une dérogation à la loi sur l'APE, l'appel public à l'épargne, à la loi sur les établissements de crédit et à la loi sur l'appel à la générosité publique. En effet, pour mettre en place des garde-fous et éviter tout débordement, on a quand même un certain arsenal qui a été mis en place, un cadre juridique, des règles de fonctionnement, des règles d'agrément qui sont un peu plus souples, mais qui permettent aussi également aux porteurs de projets d'être sur des plateformes qui sont gérées par des sociétés de gestion. Ces sociétés-là vont devoir se doter d'un certain capital social, vont devoir se doter d'un certain dispositifs de sécurité en termes de systèmes d'information, en termes de procédures de vérification des identités des personnes. Donc, tout de même, ce projet de loi veut assouplir le recours au crowdfunding, mais le ministère des Finances s'est voulu assez restrictivement par rapport à ça et a voulu quand même qu'on respecte ce qui se passe en domaine droit financier, à savoir agrément, autorisation, plafond et sanctions par les autorités de tutelle. Alors, vous avez parlé de ce projet de loi. Je me tourne vers Amine El-Hezzaz, président de la Fédération du crowdfunding au Maroc.
qui est derrière d'abord cette initiative et puis qui a participé à l'élaboration de ce projet de loi. Il y a bien sûr des avocats, mais pas que. Alors, initialement, c'est un groupe d'individus qui était animé par l'ambition de créer une loi permettant, je dirais, l'éclosion du crowdfunding au Maroc. Alors, c'est des juristes, bien sûr, Mariam Salem du cabinet MS Law, mais aussi Omar Liazri, Mehdi Mghzari du cabinet Saïr Menjra. Mais aussi des personnes qui sont acteurs du crowdfunding, notamment M. Eric Marty, M. Emmanuel Exposito de la plateforme Affinity, bien sûr Arnaud Pigné de la plateforme Smala, qui était avec nous en première partie de l'émission, première partie, mais aussi le conseiller, je dirais, entrepreneuriat de l'ambassade américaine à Rabat, M. Mike Denzel, et son successeur, M. Chikaozi Okocha. Et ça, vraiment, sous le leadership, bien sûr, du ministre de l'économie et des finances, qui a voulu que cette loi-là passe, je dirais, passe le plus vite possible de l'état d'avant-projet à une loi. Alors, nous avons eu comme interface la direction du Trésor, notamment M. Hicham Talbi, qui a fait un travail colossal pour arriver à vraiment à raccourcir tout le processus administratif qui n'est pas simple. Parce que, comme a dit Mme Salem, c'est que le crowdfunding, il est vraiment à un carrefour de 3 lois. Et bien sûr, avec des industries qui sont déjà établies et qui ne connaissaient pas le crowdfunding. Et bien sûr, il y a eu un travail à faire avec ces industriels, notamment les banques, pour qu'ils réalisent que... Est-ce que les banques ont été collaboratives, parce que on grignote un peu de parts de marché des banques, ne serait-ce que minimes, parce que ça reste quand même petit par rapport aux prêts, mais est-ce que c'est un concept que les banques ont facilement adopté ? Oui, alors les banques marocaines ont été dans la collaboration. Et je dirais que c'est motivé par le fait qu'ils ont vu les grands groupes bancaires un petit peu partout dans le monde qui a adopté le crowdfunding. Parce que c'est dans l'intérêt du monde bancaire, du secteur bancaire, de développer le crowdfunding. Parce que, comme j'ai dit en début d'émission, il y a des projets, il y a des contributeurs qui ne sont pas visibles. Avec le crowdfunding, c'est de nouveaux clients qui deviennent visibles pour le système bancaire. Alors, quand on parle, parce qu'en première partie d'émission, il y a ce point très intéressant qui a été soulevé, notamment par rapport au durcissement des lois en France, en l'occurrence. Pour d'abord l'élaboration de ce projet de loi, sur quel modèle vous vous êtes basé? Bon, bien sûr, le Maroc a ses particularités, mais il faut bien qu'il y ait un canevas peut-être pour tracer le chemin de cette loi, future loi, Inch'Allah. Comment vous y étiez pris? Est-ce qu'il y a eu un benchmark par rapport à la France, aux États-Unis? Comment? Alors, pour répondre sincèrement à votre question, on a tout d'abord pris l'ensemble des lois qui allaient être touchées par ces modifications, voir en fait en quelle teneur ces lois allaient changer. Et on est bien évidemment parti voir ce qui se passait de l'autre côté, à savoir la France, puisque la France a eu la même démarche que nous sommes en train d'avoir. Elle a demandé à l'écosystème de venir aider l'AMF, que ce soit l'AMF ou d'autres organismes. L'écosystème était déjà là, comme l'avait dit Arnaud précédemment, depuis quelques années, et il n'y avait aucune réglementation. Donc c'était vraiment de l'autorégulation, et la France a été assez réceptive par rapport à ça, et donc a bien voulu demander à l'ensemble des écosystèmes, les décideurs, les personnes, les porteurs de projets, pour faire quelque chose qui viendra en fait combler ce vide juridique. Donc on a un petit peu travaillé de la même manière. On a vu ce qui se passait en France. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est beaucoup trop différent par rapport à notre mécanisme juridique. On n'est pas dans la common law, on reste quand même dans du droit romain. Et donc le droit romain, c'est des textes écrits. On est plus sur le durcissement de la loi que sur tout ce qui est usage, etc. Donc aujourd'hui, on a essayé de voir, pour faciliter le travail de nos amis du ministère des Finances, on a mis en exergue ce qui allait poser problème. Lorsque nous l'avons mis en exergue, nous avons proposé un certain nombre de différentiels pour pouvoir mettre en place cette loi sans pour autant changer tout l'arsenal. Monsieur Elezez le disait précédemment,
le crowdfunding arrive après les métiers d'assurance, les métiers bancaires, les métiers de finance. On ne va pas refaire la roue, mais on va quand même essayer de proposer quelque chose d'assez allégé. Et aujourd'hui, les organismes... Alors justement, qu'est-ce que vous proposez? Si on pouvait, on ne va pas, bien sûr, on n'a pas le temps de tout détailler, mais qu'est-ce que prévoit cette loi? Les principaux points qui ressortent de ce projet de loi? Alors, cette loi propose, dans un premier temps, la mise en place d'une terminologie de toutes les plateformes qui peuvent exister. Comment elles existent? Donc, une plateforme est gérée par une société de gestion. C'est ce qui se passe dans le monde entier, dans le monde de la finance. Ces sociétés de gestion ont la possibilité de gérer les plateformes et elles sont dotées d'un certain nombre d'organes. Donc un organe de gestion, financière, technique, tout ça bien évidemment sous un certain nombre de règles et de modalités qui malheureusement ne sont pas présents dans l'avant-projet puisque ces modalités vont être arrêtées par circulaire, soit par Banque El Maghreb pour les plateformes de dons et de prêts, ou soit par l'AMMC qui est l'autorité tutelle des marchés financiers pour ce qui est des investissements en capital. Donc cette loi se veut être quand même assez encadrante. Malheureusement, elle reste assez dure en termes de formalisme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un très, très grand pas que le Maroc fait. Et on en est tous très, très fiers ici. C'est de pouvoir mettre un cadre. Et tout le monde le sait très bien, le cadre est voulu. Le fait de mettre en place des circulaires nous permet de comprendre de la part des décideurs que les choses vont évoluer en fonction de la manière dont les choses sont perçues, de la manière dont l'écosystème répond à ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, cette loi va mettre en place le canevas, les sanctions, les dotations minimales, les demandes d'agrément, les délais qui sont quand même plus courts que la normale. Ils sont à 45 jours au lieu de 2 mois. Bon, on gagne quand même 15 jours. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais ça reste extrêmement lourd en termes de responsabilité pour les gestionnaires de plateformes. Je pense qu'un petit travail devra être fait sur ce point-là pour alléger, puisqu'aujourd'hui, les sociétés gestionnaires de plateformes ont les mêmes obligations que les sociétés de gestion des placements collectifs. Donc, c'est un petit peu difficile en termes de prévention, en termes de lutte anti-blanchiment, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, il faut quand même avoir une dotation assez importante pour avoir une équipe qui soit capable de vérifier chaque projet. Aujourd'hui, on met à la responsabilité de la société de gestion un suivi. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que même malgré ce projet de loi, la responsabilité reste lourde pour les plateformes de crowdfunding. Tout à fait. Oui, du coup, bon, ça enlève peut-être une épine du pied, mais il en reste quelques autres. Je vois mal un régulateur déréguler un système en entier. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même protéger un investisseur parce que les risques sont quand même importants. Voilà, j'allais venir à cette question de risque plus tard. Quels sont les risques qu'on encourt? Le risque, c'est tout simplement que le crowdfunding est une des branches du capital risque. Et donc, le capital risque, c'est que le contributeur, donc soit le prêteur, soit le donateur, soit l'investisseur, prend un risque que le projet ne soit pas lancé comme il faut, que le projet tombe à l'eau, que l'entrepreneur se trouve dans une difficulté de développement de par des durcissements législatifs, de par des durcissements fiscaux. Donc aujourd'hui, l'investisseur, il n'y a pas de garantie. C'est le crowdfunding, c'est le principe même du crowdfunding. Vous ne pouvez pas investir dans un fonds de capital risque ou un fonds d'amorçage ou même sur une plateforme de crowdfunding et vouloir avoir l'assurance d'avoir un certain retour sur investissement. C'est normal d'accepter. C'est normal que ce soit risqué. Oui, parce que c'est l'activité, c'est l'essence même de cette activité-là. Ça veut dire, si on ne prend pas de risque, ça veut dire qu'on ne créera pas des projets ou des entreprises innovantes. Ça veut dire qu'on ne prendra pas la chance de financer un projet associatif ou caritatif qui est. Alors, si vous parlez justement de risque, est-ce qu'aujourd'hui, le crowdfunding, on a un marché boursier qui peut jouer aussi le rôle de financement, de financeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine atonie qui dure depuis plusieurs années, on va dire. Oui. Mais est-ce que le crowdfunding pourrait peut-être même appuyer cette atonie ou peut-être même avoir un effet négatif sur le marché boursier? Alors, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais juste pointer du doigt sur le fait que le crowdfunding, je dirais, maximise ce qu'on appelle de-risking. Ça veut dire qu'on diminue le risque, que ce soit des contributeurs ou des porteurs de projets. Parce que quand vous avez un projet très innovant et qu'il a besoin
par exemple, de 5 millions de dirhams, les individus qui vont investir, ils vont investir peut-être 5 000 dirhams, 10 000 dirhams. Ça veut dire même si le projet ne voit pas le jour ou n'arrive pas à faire un retour sur investissement, la mise initiale, elle est minime. Ça veut dire que le contributeur ne sera pas impacté durement comme si vous investissez quelques millions de dirhams ou de dollars dans une entreprise. Alors ça, c'est pour la première partie. Sur le... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me répéter juste la question? Alors oui, il est question de marché boursier versus crowdfunding. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la bourse casablancaise est atone depuis quelques années. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Mais un des facteurs clés, c'est je dirais le manque de création de PME à fort potentiel qui peut intégrer cette bourse. Ça veut dire que ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on crée un système qui, in fine, après 60 mois, après 120 mois, nous crée ces PME-là. Et ça démarre avec des projets innovants ou en rupture qui seront sur les plateformes de crowdfunding. Ils se retrouveront par la suite chez les capital risqueurs qui, par la suite, se retrouveront à la bourse de Casablanca en tant que belle PME ou en tant que belle ETI. Et c'est ça, ça veut dire que actuellement, le système marocain ne crée pas cette typologie d'entreprise qui peut aller en 60 mois ou 120 mois ou même 240 mois à devenir une entreprise de taille intermédiaire ou un grand groupe. Et c'est là qu'on voit des économies émergentes. C'est des économies qui sont capables de créer une dizaine, voire une vingtaine de grands groupes par décennie. Le système marocain, c'est-à-dire économique, n'a pas réussi à produire en nombre suffisant ces petites entreprises qui deviennent de belles PME, qui deviennent par la suite des ETI et par la suite de grands groupes. Et c'est là où le bas blesse. Alors oui, pour moi, le crowdfunding va profiter à la bourse, mais à moyen long terme. Comment on fait pour... je vais utiliser peut-être une expression assez familière. Comment on fait pour faire plaisir à tout le monde? Parce qu'on a plusieurs autorités, il y a même le ministère de la Justice. Comment on fait pour que ce projet de loi puisse passer transversalement de différents départements gouvernementaux? Alors le trajet a été extrêmement long, comme l'a dit Amine, plus de 4 ans. Entre la première ébauche, les premières discussions, il y a énormément de navettes en interne. Il faut savoir qu'il y a des intérêts antagonistes. C'est-à-dire qu'il y a les porteurs de projets qui veulent tout faciliter. Il y a les plateformes qui aimeraient aussi simplifier les conditions de faire monter un projet sur une plateforme. Et on a de l'autre côté les autorités de tutelle qui sont là pour protéger l'épargne. Même si, aussi minime soit-elle, c'est extrêmement important puisqu'on part du principe qu'on est dans un circuit du friend and family. Au départ, c'est papa, maman qui donne un ticket de 5 000 dirhams. Alors, on a dupliqué ça avec une certaine communauté. On se dit, si quelqu'un perd 5 000 dirhams en termes d'effet et boule de neige, on va perdre 5 millions, 10 millions et l'industrie risque de s'écrouler. Donc aujourd'hui, alors, on a essayé dans un premier temps d'être assez laxiste. Nos amis des autorités tutelles sont venus resserrer la vis. Et là, on est sur quelque chose d'intermédiaire, comme je vous l'ai dit précédemment, qui devrait peut-être s'assouplir. Je pense que la pratique et les circulaires vont jouer un rôle primordial dans l'élaboration de ce projet de loi, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de protéger tout le monde. Et ce projet de texte de loi, qu'on le veuille ou non, est assez pionnier et une réelle réussite pour le Maroc, puisque le Maroc, en tant que hub africain, se permettra de se doter du premier arsenal juridique sur le continent africain. Et tout le monde sait que ça permettra aussi au Maroc de drainer l'économie, de drainer l'emploi, de peut-être permettre à certains jeunes start-upers africains de venir au Maroc et d'aider le tissu marocain. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un impact d'inclusion financière des petits porteurs de projets. On est aussi dans l'innovation. Il y a pas mal de textes de loi qui sont sortis en même temps que cet avant-projet et qui sont dans une dynamique de rupture par rapport au système traditionnel. Je me permets juste de faire un petit point sur la différence entre le crowdfunding et le crédit bancaire. Pour moi, le crowdfunding est complémentaire au crédit bancaire, puisqu'aujourd'hui, le crédit bancaire, tout le monde le sait,
ne s'ouvre qu'à certaines conditions, avec certaines garanties. Il faut qu'une société soit au moins mûre de 3 ans. Mais il y a aussi la microfinance. Si on parle de microfinance, crédit on est dans bancaire. des tickets beaucoup plus bas. On est maximum 50 000. Là, le ticket est à 250 000 dirhams. Donc, on est quand même entre... au-delà, voilà, jusqu'à 500 000 pour la même personne en termes d'opération. Pour le don, en tout cas, c'est 500 000. Pour les autres opérations, c'est 250 000. Mais chaque personne a le droit de miser 500 000 par année civile. Très bien. Donc, on reste quand même dans quelque chose d'assez intermédiaire. Et aujourd'hui, les banquiers pourront voir des porteurs de projets renflouer leurs capitaux propres, avoir une situation financière solvable, et ces gens-là pourront se bancariser. Ces gens-là pourront aller voir la banque avec voilà monsieur, vous ne m'avez pas financé. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de solvabilité et de trésor. Je peux vous promettre des garanties. Et donc, pour moi, c'est une complémentarité. Il n'y a pas de versus crowdfunding, crédit bancaire. Les industries sont différentes, elles touchent un public différent. On a besoin des deux aujourd'hui. Et je pense qu'en faisant une juste mesure entre les deux, l'économie marocaine va être beaucoup, beaucoup plus saine. Et nos porteurs de projets et d'idées innovantes vont enfin pouvoir faire quelque chose de leurs idées et pas partir dans le privé ou dans le salariat par dépit, malheureusement. Amine Hezzaz, Mariam Salem, merci beaucoup Merci d'avoir pour répondu à l'invitation d'Éco-Débat. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Éco-Débat. Excellente semaine à toutes et à tous.